Donc nous allons maintenant passer à la keynote de Valérie Faudon. Qui mieux que Valérie Faudon pour parler de la relance du nucléaire en Europe. Alors Valérie est à la tête de la SFEN, donc Société française d'énergie nucléaire. Elle a un profil d'ingénieur, passé par Sciences Po, puis Stanford, et a travaillé dans le nucléaire pour Areva, Orano et pour la SFEN depuis maintenant plus de 10 ans. Bonjour, donc je suis très honorée de vous parler ce matin de la relance du nucléaire dans le monde, parce que j'ai commencé à travailler dans le nucléaire à la SFEN, au moment où justement on était en 2012, juste après, on était vraiment dans le creux, je crois, on était juste après l'accident de Fukushima. Donc la SFEN, on est une société savante, je pense que vous êtes familier avec ce que c'est, on rassemble les ingénieurs et les scientifiques du nucléaire. Et justement, par rapport à la question que vous avez, on s'engage avec le public, peut-être à la différence d'autres sociétés savantes. On existe depuis 1973, donc on a été créé au moment du lancement du programme MESMER. Et dès le départ, la filière a demandé aux ingénieurs et scientifiques d'engager des discussions avec le public. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on fait toujours et on est très actif. Voilà. Alors je vais commencer, excusez-moi, ma voix est un peu faible parce que je suis malade. Voilà. Je vais commencer par quelque chose d'essentiel. C'est évidemment le fait que le nucléaire est bas carbone et qui, je crois, est un des sujets importants avec les questions d'indépendance énergétique qui soutient la relance du nucléaire dans le monde. Donc, je pense que vous êtes familier. Le rapport qui fait foi, c'est le rapport du GIEC 2014 qui donne donc les différentes analyses de cycle de vie avec des émissions directes et indirectes des différentes sources de production d'électricité. Donc, vous voyez que le nucléaire et tu as 12 grammes de CO2 par kilowattheure, avec un niveau extrêmement bas, que des émissions indirectes, au même niveau que l'éolien, avec une différence évidemment énorme avec le charbon et le gaz. Alors, on dispose désormais d'une étude française qui a été faite par la R&D d'EDF, donc c'est quand même 2 ans de travail. C'est sur le parc actuel, donc ils sont retournés dans les plans 2D des années 70 pour calculer les matières qui avaient été utilisées. Donc, vous voyez qu'en France, on est en dessous de 4 grammes. Donc, on est vraiment très, très bas carbone. Et l'essentiel des émissions aujourd'hui viennent du combustible et principalement de la mine, puisque l'uranium est extrait dans des pays qui ont peu d'électricité bas carbone, peu d'énergie bas carbone. Voilà. Donc, on est vraiment une des solutions bas carbone. Alors, non seulement on est bas carbone, mais on est pilotable. Alors ça, c'est une représentation que j'aime vraiment beaucoup, donc je vais vous expliquer. Donc chaque point, c'est un pas horaire du système électrique, donc 24 x 365. Donc en abscisse, vous avez pour chacun de ces pas horaires de l'année la quantité d'électricité qui a été produite. Et en ordonnée, vous avez l'intensité carbone de l'électricité produite à cet instant-là. Et donc, vous avez plusieurs pays européens qui sont mappés. Donc, c'est un nuage de points qui correspond à chaque pas horaire dans l'année. Donc, la France, vous voyez qu'on est bleu marine, on est en bas. Donc, on a une production qui change beaucoup dans l'année, entre l'hiver où on consomme beaucoup et l'été où on consomme à peu près moitié moins. Mais on reste bas carbone tout le temps. On est aujourd'hui en dessous des 50 grammes de CO2 par kilowattheure. Alors au-dessus, vous avez l'Allemagne, le gros nuage brun. Donc vous voyez que l'Allemagne, pareil que nous, en fait, ils ont des grosses différences de consommation entre l'été et l'hiver, mais ils ont aussi des grandes différences d'intensité dans le temps, en fonction évidemment de la production solaire et de la production éolienne. Donc sans surprise, vous avez la Pologne qui elle est très très charbonnée, elle est tout le temps grise. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un intérêt vraiment extrêmement fort à avoir dans son mix énormément de pilotables, que ce soit de l'hydro ou du nucléaire. Alors je voudrais attirer votre attention sur deux traits que vous voyez. Le premier, c'est l'intensité moyenne européenne. Donc vous voyez qu'on est à 230 grammes. On est quand même reste très élevé. Et puis le trait vert qui est la cible 2030, qui est à 75 grammes. C'est Fit for 55. Donc vous voyez quand même que ça va être un certain défi, quoi. Voilà. Même si aujourd'hui personne n'ose dire
que c'est très difficile. On ose dire que c'est très difficile, on n'ose pas encore dire qu'il y a peu de chances d'y arriver. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la situation, mais je trouve qu'elle est très parlante pour montrer l'avantage, évidemment, de la pilotabilité. Alors, on est en pleine relance, et pour moi, ce qui est le plus symptomatique, c'est ce qui s'est passé à la COP28 à Dubaï. Alors, je peux vous le dire parce que moi, je suis allée à toutes les COP depuis 2015 à Paris, et que d'habitude, on était dans un placard caché, si on avait le droit d'avoir un placard. Et là, vraiment, pour la première fois, on a été, je dirais pas center stage, mais en tout cas, le nucléaire a été présent à la COP. Donc, de deux manières. La première, c'est qu'il y a eu cette déclaration des responsables de 22 pays pour un triplement du nucléaire. Donc, je reviendrai plus tard pour vous dire d'où vient ce chiffre de triplement. Dont la France, les États-Unis, enfin, en gros, tous les gros pays pro-nucléaires de l'OCDE, le Japon, la Corée, le Canada, le Royaume-Uni. Et puis, pour la première fois, le nucléaire a été mentionné dans l'accord final. Alors, ça paraît une évidence, puisque depuis longtemps, le nucléaire est mentionné, comme je l'ai dit dans le rapport du GIEC, comme faisant partie des solutions bas carbone, mais il n'avait jamais été mentionné dans l'accord final du GIEC. Donc, c'est chose faite. Il y a marqué « Accelerating Zero and Low Emission Technologies, including Renewables, Nuclear », et puis, bien sûr, le CCS. Voilà. Mais cette phrase qui est dans le rapport du GIEC depuis donc, longtemps, elle est là pour la première fois dans un accord final de la COP. Donc c'est quand même deux points extrêmement majeurs symboliquement pour la relance du nucléaire. Alors, qu'est-ce qui accompagne cette relance? Donc ça va être un peu difficile à lire, mais en gros, c'est chaque année, EDF fait une étude sur les perceptions que peuvent avoir les citoyens dans différents pays sur les sujets climat et sur les sujets énergie. Donc voilà, celle-là, c'est celle de septembre 22. Elle a été réalisée dans 30 pays, donc 20 000 personnes. Et qu'est-ce qu'on voit entre septembre 2022 et puis septembre 2021, un an avant? C'est un bond considérable du support pour le nucléaire. Alors, particulièrement dans les pays européens. Je pense, par exemple, donc la France, on a fait un plus 10, mais si vous regardez l'Allemagne, ils ont fait un plus 15, l'Italie un plus 17, l'Espagne un plus 13. Voilà. Donc on a eu ce bond. Donc là, je vous montre les chiffres septembre 22, mais c'est confirmé en 23. Voilà. Il n'y a pas eu d'augmentation supplémentaire en 23, mais en tout cas, les gains entre 21 et 22, ils ont été consolidés. Donc évidemment, dans un climat d'opinion publique favorable, évidemment, on a un certain nombre d'annonces politiques, donc je vais les couvrir un petit peu. Et donc on voit un petit peu les deux piliers un peu de cette relance du nucléaire, avec d'un côté cet ancrage dans la neutralité carbone et les objectifs de neutralité carbone, et l'autre dans les ancrages de sécurité d'approvisionnement énergétique, avec évidemment l'effet de la guerre en Ukraine, particulièrement sur l'opinion publique des pays européens. Alors, d'où vient ce triplement? Donc, il y a plusieurs grands scénarios. Il y en a un que je ne vais pas vous montrer, mais qui est celui, je pense que vous le connaissez, le NZ, Net Zero Emissions de l'Agence internationale de l'énergie, qui, elle, voit un doublement du nucléaire d'ici 2050. Mais ça, c'est celui de l'agence de l'OCDE, l'Agence de l'énergie atomique de l'OCDE, qui, elle, justement, a essayé de théoriser ce triplement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, après l'accord de Paris, il avait été commandé au GIEC un rapport qui s'appelait 1,5 degré, SR 1,5, Special Report 1,5. Et dans ce rapport, les membres du GIEC avaient étudié 80 scénarios de décarbonation et, disons, la part de différentes technologies dans ces scénarios de décarbonation. Et donc, la médiane de ces scénarios, de ces 90 scénarios, c'est un doublement du nucléaire, mais la moyenne, c'était un triplement. Donc, l'Agence de l'énergie atomique de l'OCDE a essayé de voir est-ce qu'on pourrait tripler et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour tripler. Donc, la réponse, la voilà. Donc, vous voyez que c'est comment on pourrait atteindre 1200 gigawatts de capacité d'ici 2050. Et vous avez différentes couleurs avec différentes options, mais en gros, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que
de la même façon que pour atteindre la neutralité carbone, on a besoin de toutes les solutions bas carbone, pour atteindre le triplement, on a besoin de toutes les solutions nucléaires. Donc la première, c'est le bleu foncé et le gris, c'est d'exploiter les réacteurs dans la durée, donc jusqu'à 80 ans. Donc c'est garder le parc actuel, ne plus fermer de centrales et les pousser à investir dessus pour les exploiter le plus longtemps possible, donc 80 ans. Le deuxième, c'est le petit turquoise avec le petit turquoise clair, c'est de construire des gros réacteurs. Et puis le troisième, c'est le bleu turquoise et l'autre aussi, c'est de construire des petits réacteurs. Donc de toute façon, ces scénarios, et on va le voir parce que je pense que c'est aussi un scénario pour la France, c'est vraiment cette combinaison de ces trois actions-là, et on va le voir aujourd'hui dans les objectifs de relance, les pays prennent ces trois options-là. Voilà, plus certaines que d'autres, mais ces trois options-là sont sur la table. Alors, si je prends les États-Unis, donc sur les États-Unis, ils sont lancés depuis longtemps dans l'exploitation long-term operation des réacteurs. Donc, c'est vraiment, je dirais, bon, ils ont le plus gros parc du monde. C'est les champions de l'exploitation à long terme, puisqu'aujourd'hui, ils ont déjà 6 réacteurs qui sont autorisés jusqu'à 80 ans. Donc aujourd'hui, la stratégie, c'est de pousser tous les réacteurs. Ils sont même jusqu'à redémarrer les réacteurs. Donc, à leur décharge, bon, c'est un réacteur, je pense que vous le savez, qui est dans le Michigan, sur lesquels les opérations n'avaient pas commencé, les opérations de démantèlement n'avaient pas commencé, mais c'est Palisade, et ils sont en train de redémarrer Palisade. Voilà. Donc, ils devaient fermer Diablo Canyon, qui était la dernière centrale de Californie. Et là, il y a même donc il y a une aide fédérale plus une aide du gouvernement de Californie pour aider Diablo Canyon. Donc, ils sont vraiment dans l'idée qu'il faut garder tous les réacteurs. Alors, par contre, il n'y a pas à ce jour de stratégie gros réacteurs. Ils viennent de mettre en ligne les 2 réacteurs de Vogtle, mais il n'y a pas de nouveau chantier gros réacteurs à ce jour. Et vous voyez tous ces points rouges, c'est parce qu'ils ont lancé vraiment un investissement très important pour soutenir les petits réacteurs innovants, avec donc aujourd'hui des sites qui sont choisis et des budgets fédéraux très très importants pour soutenir ces initiatives. Donc je pense en particulier, bon, vous pensez à Natrium qui est au Wyoming, qui est un cas, vous savez, c'est TerraPower, donc c'est la société de Bill Gates. Bill Gates a déjà investi à peu près 1 milliard sur Natrium. Et donc elle est intéressante parce qu'elle remplace une centrale à charbon, donc on est vraiment dans l'exemple que donnait Renault. Ou un autre exemple, je pense que tu vas donner, c'est celui de Dow Chemical au Texas, où on a un projet avec un réacteur, 4 réacteurs haute température, voilà, de Xenergy. Alors, ça, c'était disons la photo aujourd'hui. La semaine dernière, le gouvernement américain a annoncé qu'il allait regarder de nouveau les gros réacteurs. Donc, on attend quelque chose là-dessus. Il faut savoir que c'est venu un peu du Canada. Parce qu'au Canada, ils avaient dit on ne fait que des petits réacteurs. Et puis Bruce Power a décidé finalement, non, je vais faire 6 gros réacteurs. Donc tout se remet en marche. Et la Maison-Blanche a dit qu'elle allait regarder comment éventuellement donc, refaire des gros réacteurs. Il y a une task force pour voir comment on peut faire des gros réacteurs de manière efficace et pas cher sans avoir des dépassements sur les délais de construction. Donc c'est important puisque l'administration actuelle a fixé un objectif de 200 gigawatts de nouveaux nucléaires d'ici 2050. Donc, c'est beaucoup. Voilà. Donc, la semaine dernière, donc, la ministre de l'Énergie américaine est allée inaugurer justement la mise en ligne du 4e réacteur de Vogtle. Et elle a dit, bon, c'est bien, voilà, on en a 2, mais il en reste 198 à construire. Voilà. Pour les États-Unis. Alors la Chine, autant les États-Unis, c'est les champions du monde de la prolongation des réacteurs, autant la Chine, c'est vraiment les champions du monde de la construction de gros réacteurs. Donc, ils lancent énormément de projets. Ils ont annoncé 10 nouveaux réacteurs en 2022 et de nouveau 10 nouveaux réacteurs en 2023. Donc, ils annoncent actuellement au moins les constructions de 10 nouveaux réacteurs par an. Et ils ont annoncé
au Nuclear Energy Summit de Bruxelles au mois de mars qu'ils se sentaient désormais capables de construire en 4 ans un gros réacteur pour $2 000 au kilowatt. Donc, alors que nous, on vise en effet de série $5 000 du kilowatt. Donc, ils sont extrêmement performants avec des technologies de construction modulaire extrêmement performantes, y compris sur les gros réacteurs. Mais ils sont aussi très lancés dans l'innovation. C'est-à-dire qu'ils ont actuellement des projets sur toutes les nouvelles technologies. Si on regarde les nouvelles technologies de réacteurs innovants, les Américains sont sur toutes les technologies, les Chinois sont sur toutes les technologies, et nous aussi, je pense qu'on est sur toutes les technologies. Donc aujourd'hui, la question des nouvelles technologies reste une question ouverte, et tout le monde investit sur toutes les technologies. Alors, l'Europe, ça c'est un grand changement, parce que sous l'impulsion de notre ministre Agnès Pannier-Runacher l'année dernière, elle a reconstruit ce qui s'appelait l'Alliance européenne du nucléaire, c'est-à-dire tous les pays pro-nucléaire européens. Et donc en mai 2023, on a eu 15 pays qui ont signé un accord. Et cet accord vise un objectif de 150 gigawatts en 2050. Donc ça veut dire 30 à 40 nouveaux réacteurs. Donc je vous ai mis les pays en question avec des petites étoiles. Donc le Royaume-Uni s'est joint à cet accord. Et donc c'est soit des projets de gros réacteurs, soit des projets de petits réacteurs. Voilà. Alors ça a été vraiment confirmé, je pense, par les dernières décisions de la Commission, qui, pour une fois, ont adopté une attitude de neutralité technologique. D'abord, avant, c'était toujours renouvelable, 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 et ça ne parlait jamais de nucléaire. Alors j'avais des collègues à Bruxelles qui disaient il vaut mieux qu'ils ne parlent pas de nous, parce qu'autrement, ils vont nous exclure. Donc là, maintenant, ils parlent de nous. Et dans le dernier règlement NZIA, le nucléaire est vraiment là. C'est vraiment un accord neutre technologiquement. Le nucléaire est là, au même titre que les renouvelables. C'est vraiment très bien. Même chose pour la réglementation sur les marchés de l'électricité avec les fameux CFD, qui sont aujourd'hui donc la norme, à la CFD et PPA, qui sont à la fois la norme pour le nucléaire et les renouvelables. Je ne sais pas si vous connaissez CFD et PPA, mais c'est Contract for Difference et Power Purchase Agreement, donc c'est vraiment des contrats de long terme qui permettent aux investisseurs d'avoir une visibilité sur leurs revenus, et donc ça facilite évidemment les investissements. Voilà, donc en France, on a ces 4 grands programmes. Donc on a le programme Grand Carénage pour exploiter les réacteurs. Donc aujourd'hui, au moins jusqu'à 50 ans, on est quasiment sûr jusqu'à 60 ans, mais après 60 ans, on ne sait pas. Donc ce qui pose problème, puisque vous savez qu'on a construit les réacteurs extrêmement rapidement. Donc après 2040, on commence à les perdre extrêmement rapidement. Donc là, les discussions techniques sont en cours entre l'autorité de sûreté nucléaire et puis EDF. L'autorité de sûreté nucléaire est allée aux États-Unis voir comment ils travaillent aux États-Unis. Et aujourd'hui, on ne saura pas avant 2 ou 3 ans quelles seront les conditions pour pouvoir aller au-delà de 60 ans. Donc vous savez, c'est un investissement assez important, c'est de l'ordre de 1 milliard par réacteur. Je pense que c'est vraiment le plus gros investissement du monde, peut-être parce qu'on a l'autorité de sûreté la plus exigeante sur des programmes d'opération longue durée. Alors on a un programme au gros réacteur qui est d'abord 3 paires de PR2, Penly, Gravelines et puis Bugey, avec des études pour 4 paires additionnelles. Donc on a un programme de 14 réacteurs avant 2050. Ça veut dire qu'à partir de 2035, il faudrait tenir un rythme d'à peu près 1 réacteur par an. Alors, ensuite, on a Neward. Donc ça, je pense que vous savez plein de choses sur Neward, puisque Renaud en a parlé. Et puis après, vous avez le fameux appel à projet petits réacteurs innovants. Je voudrais faire 2 remarques, parce qu'on est souvent amené dans les débats publics à expliquer la différence entre les différentes cases. Alors, le point qui est vraiment important entre les gros réacteurs et puis Neward, c'est que Neward, il est plus petit. Je vous dis ça parce que bon, c'est quand même 10 fois plus petit. Donc, ce n'est pas la même puissance. Donc, c'est pour ça que nous, on voit les EPR2 comme étant vraiment les unités qui vont permettre d'assurer la sécurité d'approvisionnement électrique et de produire beaucoup d'électricité sur très peu de terrain pour commencer à renouveler le parc actuel. Le second, c'est qu'il fait à la fois de l'électricité, mais il peut opérer en cogénération.
Donc on va pouvoir utiliser NUARD pour des usages différents, pour faire de l'hydrogène, pour faire alimenter des réseaux de chaleur ou décarboner des process industriels. Par contre, il y a un point qui est extrêmement important, c'est qu'entre la case gros réacteur et la case NUARD, c'est les mêmes usines qui feront le combustible. Voilà. Donc on a déjà l'ensemble des usines aujourd'hui du cycle du combustible pour servir NUARD. Si NUARD était disponible demain, on pourrait lui livrer son combustible à partir d'usines existantes. Alors la différence entre les SMR, NUARD et puis les AMR, à une exception près, c'est que justement, alors il y a différents niveaux de maturité, comme on va le voir sur les technologies de réacteurs innovants, mais globalement, on a les usines qu'on a actuellement pour faire du combustible, elles servent la Gen 3, mais elles ne servent pas l'essentiel de ces technologies qui sont dans les petits réacteurs innovants. Ça veut dire qu'il va falloir développer des nouvelles usines du cycle du combustible. Alors, pour servir ces 4 grands programmes, il y a d'autres programmes parallèles. Donc, le premier, c'est le stockage géologique, c'est le projet CIGEO. Le deuxième, c'est qu'il faut des installations du cycle du combustible. Donc, je vous disais qu'on les a, mais il va falloir les renouveler. Donc là, au dernier Conseil de politique nucléaire, il a été pris la décision de continuer le recyclage après 2040 et de renouveler les usines, donc les usines de LAG et les usines de MELOX. Et puis, il faut des installations de recherche, parce qu'en particulier pour tous ces nouveaux petits réacteurs, il va falloir les qualifier auprès de l'autorité de sûreté, donc il faudra faire des démonstrations. J'ai encore 2 slides, ça va? Je peux les passer? Oui, pour passer aux questions-réponses rapidement. Bon, d'accord. Donc ça c'est le slide de Renault pour dire que donc, ces petits réacteurs, ils seront vraiment dans un schéma local, de servir une communauté locale, en particulier parce qu'ils font de la chaleur. Et comme vous le savez, l'électricité se transporte bien, mais se stocke mal. Mais la chaleur se transporte mal et se stocke bien. Donc, elles sont vraiment dans des schémas régionaux qui nous appartient aujourd'hui de définir. Hein. Et puis, le dernier point sur les petits réacteurs, mais je pense que ça va être bien couvert après moi. Donc, vous avez tout un sujet sur les maturités de ces petits réacteurs. Donc, nous, comme on veut se fâcher avec personne, on utilise des règles très simples. Est-ce que ça a déjà existé industriellement? Donc, les sodiums, oui. Les hautes températures, oui. Au milieu, vous avez maturité faible, donc ça n'a jamais existé industriellement, même s'il y a pu y avoir des démonstrateurs. Donc, on met là-dessus le plomb et les réacteurs à sel fondu. Et puis, maturité très faible. Pour nous, c'est la fusion, on la voit assez loin. Et donc, dans les bénéfices attendus, ça dépend des technologies. Vous avez la possibilité de recycler des matières nucléaires plusieurs fois. Vous avez donc une diminution des déchets. Vous pouvez faire de la chaleur, de l'hydrogène. Ça, c'est important. Vous savez qu'en 2050, 40% de notre consommation énergétique, ça sera sous forme de chaleur. Et qu'aujourd'hui, cette chaleur, elle est à 60% carbonée. Et qu'on n'arrive pas à faire des bouclages biomasse. Donc il va y avoir besoin de technologies innovantes sur la chaleur, et donc les petits réacteurs peuvent l'apporter. Ils ont des nouveaux concepts de sûreté. Mais par contre, il y a des incertitudes, il y a des ruptures, c'est vraiment des ruptures technologiques profondes. Donc il y a des défis techniques sur ces technologies, il y a des nouveaux combustibles, on l'a dit, et puis il y a des nouveaux modèles économiques à définir, en particulier sur la partie revenus. Voilà, j'ai fini, merci. Merci beaucoup Valérie. On a le temps pour une ou deux questions dans la salle. Je vais peut-être poser la première le temps que les autres questions arrivent. On a vu dans vos slides que la Chine produit 10 réacteurs par an, 10 centrales nucléaires par an. En Europe, malgré tout, j'entendais dans une de vos précédentes interventions qu'il y a 1 million de personnes en Europe qui travaillent pour le nucléaire. Alors, cette question du savoir-faire perdu, comment l'interpréter, comment le récupérer si on a, enfin voilà, le savoir-faire versus le million de travailleurs et puis du nucléaire. Je pense qu'il y a une très grosse différence en fait entre l'exploitation et la construction de nouveaux réacteurs. C'est des très grands projets complexes. Et je cite le président d'EDF qui dit on a perdu en Occident, parce qu'il n'y a pas qu'en Europe, puisqu'on voit qu'aux États-Unis c'est la même chose, cette capacité à mener des grands projets complexes. Voilà, je crois que c'est ça qui fait vraiment la différence.
Et quand on était à Bruxelles, parce qu'il y avait ce grand Nuclear Energy Summit, donc il y avait plein de ministres qui parlaient. C'est la première fois que Ursula von der Leyen a fait un discours presque pro-nucléaire. Enfin, c'était une grande surprise pour tout le monde. À un moment, il y a une ministre de l'énergie qui a dit oui, de toute façon, vous ne savez pas construire, vous êtes en retard. Enfin, bon, elle a fait une remarque négative. Et là, je me suis dit, c'est vraiment étonnant parce qu'elle est en train de nous dire ça, mais elle ne peut pas le dire à d'autres technologies parce que de toute façon, les autres technologies, moi je pense au solaire, elles sont juste plus là, quoi. Donc, je dirais, il n'y a personne à gronder. Nous, on est là, quoi. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on puisse être en mesure d'être en capacité de construire, parce qu'il y a qu'en construisant qu'on s'améliore. Voilà. Mais en tout cas, on est là, c'est vrai, on est 1 million d'employés. Aujourd'hui, on travaille principalement en exploitation. Voilà. Donc il faut relancer ces chantiers. Voilà. Merci. Une autre question dans la salle? J'en vois une ici. Allô, bonjour. Ah, une autre derrière. Merci madame, je suis Roland Pelling, directeur de recherche au CNRS. Et en fait, j'ai dirigé pendant 15 ans un laboratoire CNRS MIT au MIT. On s'est posé la question, alors c'était un laboratoire sur les matériaux de construction, on dit chez Bouygues, de savoir comment démanteler une centrale nucléaire. Et avec Bob Armstrong, qui était le patron du Energy Initiative, on avait évalué un marché de 200 milliards par an. Et typiquement, on faudrait l'intégrer, enfin je ne sais pas où en sont les réflexions chez EDF ou chez... donc globalement la construction, mais par exemple, j'ai vu un reportage sur la 5 il y a 3 jours, où EDF présentait les actions qu'ils avaient pour démanteler les cœurs graphite, c'est les réacteurs des années 60. Donc quelque part, on a une situation où on n'en construit plus. Qu'est-ce qu'on va faire des anciens réacteurs? Donc on comprend bien l'idée d'étendre les centrales nucléaires à 80 ans du coup, quoi. On n'a peut-être pas la technologie, quoi. Alors juste avant de répondre, la personne qui posait la question, c'est Roland Pelling. Roland Pelling, il a une technologie qui permet de stocker du carbone dans les bétons et donc de transformer les murs en batteries. Bravo Roland. Alors oui, tout à fait. Donc il y a à peu près 200 réacteurs actuellement qui attendent d'être démantelés, sachant que... il y en a une vingtaine qui ont été complètement démantelés. C'est principalement aux États-Unis avec un retour au vert. Voilà. Je pense qu'il y a une très grosse différence entre la technologie des réacteurs à eau pressurisée et les technologies anciennes. Aujourd'hui, sur un réacteur à eau pressurisée, on sait le faire. Il n'y a aucun verrou technologique. Ça a été fait aux États-Unis. Les seuls enjeux, c'est des enjeux d'efficacité industrielle. Et en France, évidemment, comme on a beaucoup de réacteurs identiques, on aura des économies d'efficacité, des effets de série sur les démantèlements. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus, même s'il y a des débats sur les devis, mais bon, c'est naturel. Voilà. Par contre, sur les technologies plus anciennes, il y a encore des verrous technologiques. Donc, ce dont vous parlez, c'est-à-dire le graphite, mais il y a aussi le sujet de Brennelis, ainsi qu'un certain nombre de laboratoires du cycle qui sont actuellement en démantèlement au CEA. Il y a des verrous technologiques, il y a des enjeux de R&D sur ces chantiers-là. Voilà. Donc il faut vraiment faire cette différence. Mais en tout cas, aujourd'hui, sur des réacteurs actuels, on sait démanteler. Il y a une question d'Emmanuel François de Smart Building Alliance. Attends le micro. Oui, j'avais juste une question. On voit la croissance forte sur le nucléaire. Vous avez parlé x2, x3. Juste une question simple, c'est quid des ressources en uranium et notamment aussi des sujets géopolitiques parce que c'est pas toujours simple. Et puis deuxièmement, du retraitement des déchets. Est-ce qu'on le maîtrise bien aujourd'hui? Alors, sur l'uranium, il y a des ressources pour le parc actuel pour une centaine d'années. Et là, en fait, il y a 2 choses qui sont en train de se passer. D'abord, il y a une relance de la construction des mines, puisque les prix sont de nouveau hauts sur l'uranium, puisqu'il faut à peu près 10 ans pour faire une mine sur des gisements connus. Et il y a aussi une relance de l'exploration. Donc on est confiant parce que l'histoire montre que quand on relance l'exploration, on trouve. Pour vous donner une idée, quand le parc nucléaire a été lancé, il y avait 20 ans de réserve. Donc vous voyez que depuis, ça n'arrête pas de grandir. L'autre point, alors au niveau géopolitique, c'est plutôt bien réparti, puisque la première réserve mondiale, c'est l'Australie. Donc, par contre, il y a un sujet sur les usines du cycle, c'est-à-dire que la Russie est un petit acteur sur l'uranium, mais un gros acteur sur tout ce qui est en amont ce qui est retraitement de préparation de l'uranium pour faire du combustible. Donc, c'est la conversion chimique et l'enrichissement.
Donc là, actuellement, il y a un vrai travail de l'Occident pour éliminer la Russie de leurs approvisionnements. Pour vous donner une idée, ça paraît absolument incroyable. 25% de l'uranium enrichi américain vient de Russie. Et c'est toujours le cas. Voilà. Donc là, ils ont annoncé un investissement, d'abord un ban qui sera effectif en 2028 et 3,5 milliards sur la table pour construire des nouvelles usines d'enrichissement aux États-Unis. Voilà. Nous, on accroît la taille de notre usine d'enrichissement de Georges Bess à Tricastin de 1/3 avec un investissement de 1,7 milliard pour augmenter la capacité d'enrichissement européenne et enfin occidentale, y compris à la demande des clients américains. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le sujet. À terme, dans un certain nombre de ces petites technologies innovantes que je vous ai montrées, il y en a qui utilisent en particulier, moi je pense que vous le savez, de l'uranium 238. Et là, on en a plein les soutes, nous. Donc si on avait par exemple un parc de réacteurs au sodium en France, ce qu'on n'aura pas, je pense, avant 2100, hein, on aurait déjà sur notre sol du combustible pour plusieurs milliers d'années. Voilà. Donc, si on change de technologie sur ces générations avancées, on change de combustible et là, justement, on devient encore plus efficace sur l'utilisation des ressources. Voilà. Merci beaucoup, Valérie.